Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode bonus de la série Code Noir, les révoltés du Gaaoulé, avec Gabriel Lorne qui a supervisé pour France Télévisions ce podcast produit par Initial Studio. Nous allons pendant quelques minutes discuter avec l'historienne Myriam Cothias, dont les travaux ont permis d'inspirer ce podcast. Avec nous également Vincent Hazard, qui en est l'auteur et le réalisateur. Bonjour à tous les deux et merci d'être là. Bonjour. La démarche est donc la suivante. En écoutant cette passionnante série sonore, on se pose en tant qu'auditeur de très nombreuses questions. Cela donne envie d'en savoir plus. Et avec Gabriel, nous allons donc vous poser toutes ces questions à tous les deux. Myriam Cothias, on va commencer avec vous, qui êtes donc historienne. Comment évaluez-vous la vraisemblance de l'histoire racontée dans Code Noir, les révoltés du Gaaoulé ? Bon, c'est tout le défi en fait de passer d'un récit proprement historique, scientifique, donc qui est informé par des archives. Et le récit de l'histoire de l'historien, c'est vraiment de nommer ces archives, de les référencer, de se placer par rapport à l'historiographie. Passer à la fiction, c'est la mise en histoire de ces archives-là. Mais c'est aussi combler les silences des archives, faire un récit qui soit à la fois cohérent, c'est-à-dire où la narration se fait de façon fluide, ça c'est le propre d'une fiction, mais aussi qui reste dans des cadres de vraisemblance. Alors les cadres de vraisemblance, c'est une notion qui est un petit peu fluide, je dirais, dans la mesure où cette vraisemblance, elle se construit à partir d'une connaissance qui s'est acquise au fur et à mesure des années, au fur et à mesure du travail dans les archives, et qui fait que l'on peut juger un élément de fiction comme ayant pu se passer, même si on l'a jamais trouvé dans les archives. Voilà. Plausible en quelque sorte ? Plausible, oui. En tout cas, pas contradictoire avec un cadre qui est celui de l'analyse sociale, de l'analyse politique que l'on a sur cette société esclavagiste de la Martinique du XVIIIe siècle. Alors Vincent, David le disait, vous avez écrit et réalisé ce podcast. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans les travaux de Myriam, dans ses écrits, pour bâtir cette histoire ? Comme Myriam l'expliquait, en fait, c'était d'essayer de reconstruire quand même une réalité sociale et historique et principalement, effectivement, de ne pas faire de contresens. Et ensuite, dans une deuxième étape, de bâtir un récit selon les codes du scénario, avec mon expérience de scénariste avant tout, qui est de garder l'attention, de raconter une histoire et voilà, parce que et de combler des trous, effectivement, ou en tout cas de s'emparer de zones qui sont en l'état actuel pas documentées, et puis de laisser place à l'imagination tout en restant crédible. Est-ce que ça veut dire que l'une qui est historienne à la base est devenue quelque part un peu autrice de fiction, ou en tout cas s'est mis à la place de l'auteur de fiction, et vous, Vincent, vous vous êtes transformé un peu en historien? Est-ce qu'il y a de ça une hybridation entre guillemets? Je sais pas. À titre personnel, je sais pas, parce que je pense que justement, moi je me considère pas du tout comme un expert historique de la question. Je travaille avec une matière réelle, qu'elle soit historique, factuelle, sur un certain nombre de projets. Par contre, j'aurais pas du tout la prétention, je n'ai ni la méthodologie, ni les connaissances pour être historien. Je me repose énormément sur Myriam, notamment. Justement, comment vous avez travaillé tous les deux? Alors, comment ça s'est opéré, ce tandem, si je puis dire? Mais alors sur la question que vous posez, moi je suis absolument pas scénariste, c'est une profession et ça a des codes professionnels qui sont extrêmement précis. En revanche, l'historien écrit. C'est-à-dire que le média pour faire passer les travaux est l'écriture. Et la frontière que permet l'écriture entre ce qu'on va produire scientifiquement et puis ces moments où la pensée s'échappe, où la pensée de l'historien se met à imaginer autre chose. Alors bien sûr, en histoire, on ne peut pas se le permettre. Vous ne le permettez pas en tant qu'historienne? Non, je ne me permets pas en tant qu'historienne, mais c'est vrai que ça me permet aussi de lire le travail de Vincent d'une autre façon. C'est-à-dire, c'est ce moment où on peut se laisser aller d'une certaine façon en tant qu'historien.
Ou lui fournir des idées ou des... Enfin, les idées, c'est Vincent qui les a eues. Après, on les a discutées à certains moments où ça pouvait être discuté, ou lui-même se poser des questions d'ailleurs. Pour donner de l'épaisseur au personnage. C'est après tout ça qui sera... On va en parler tout de suite, mais c'est qu'il y a des personnages qu'on a l'impression de voir, d'entendre... Mais c'est ce qu'il fallait. Enfin, c'est ce qu'il fallait. Mais là aussi, c'est le travail de l'historien, et qui n'est pas celui du scénariste, une fois encore. Hein. Mais en tant qu'historien, et surtout avec la nouvelle historiographie, c'est-à-dire l'histoire qui se pense par le bas, en tout cas l'histoire qui se pense à travers des personnages, c'est ce qui se fait en histoire de l'esclavage depuis un certain nombre d'années, qu'on a appelé le biographical turn, c'est-à-dire repartir des biographies de personnes esclavisées. On a le sentiment qu'on les connaît, ces personnages. Et je peux vous dire que moi, il y a beaucoup de personnes que je connais, parce que je les ai trouvées dans les archives et que je les côtoie quasiment quotidiennement. Mais c'est pas ce que Vincent va écrire, et c'est absolument normal, parce que une fois encore, je ne suis pas scénariste. Mais en tout cas, les archives donnent cette proximité et cette sensibilité aussi pour penser le personnage. Et une fois encore, ce que moi je peux penser n'est pas ce que Vincent va penser, mais c'est pas du tout grave. C'est pas du tout grave, parce que un personnage peut être lu, envisagé de différents points de vue. Alors justement, rentrons maintenant dans le vif de cette histoire. Myriam Cothias, l'affaire dite du Gaoulé a vraiment eu lieu. C'est une révolte qui s'est achevée sur 17 condamnations à mort, 11 condamnations à la torture. De quoi est-elle le nom ? Quelle est sa signification historique ? Elle est symptomatique, et si on la résume comme cela, elle est symptomatique de cet équilibre de la terreur qui existe dans les sociétés esclavagistes. On est au début de la société esclavagiste martiniquaise, hein, qui est en cours de constitution, et 1710, c'est un mouvement de bascule, et qui est très important, parce qu'il est important démographiquement. C'est le moment où les colons blancs deviennent numériquement moins importants que les esclavisés. C'est-à-dire, on est dans une société où il y a à peu près 60%, 65% d'esclavisés. Et 1710, tout se renverse, puisque le nombre d'esclavisés se met à augmenter de façon très forte. Et en 1750, on est à 80% de la population de la Martinique qui est esclave. Donc, le Gaoulé, c'est ce moment de déséquilibre qui se fait. Et je le dis une nouvelle fois, on est dans des sociétés qui sont dans des sociétés d'équilibre de la terreur. Tout le monde a peur de tout le monde. Bien sûr, le pouvoir du fouet, le pouvoir de mort, il est du côté des colons blancs. Ça, c'est incontestable, et les sentences qui vont être données le montrent bien. Mais en même temps, les colons blancs ont aussi peur de cette population esclavisée qui est en train d'augmenter, qui arrive d'Afrique, donc très peu de créolisation, qui arrive d'Afrique avec sa culture, ses religions, ses langues aussi, hein, puisque le créole n'est pas tout à fait constitué à ce moment-là. Et on a peur, les colons ont peur aussi, et ils ont peur d'être tués, tout simplement. Alors Vincent Hazard, en quoi cette bascule dont parle Myriam recèle tous les ingrédients pour bâtir une fiction à la fois intéressante et signifiante pour nous aujourd'hui ? Je crois que, comme il vient de le dire, c'est vrai que pour un scénario, un point de bascule, c'est important. C'est un moment charnière démographiquement, mais ça se reflète effectivement dans le comportement des hommes. C'est un des facteurs qu'on relève bien, dont on avait beaucoup discuté d'ailleurs. Cet équilibre de la terreur, en fait, quelque part, il se prête à une retranscription scénaristique. Comment vous vous en êtes approprié pour justement
raconter une fiction forte, puissante, qui est intéressante à raconter, quoi, qui est intéressante aujourd'hui pour nous. Une fiction, avant tout, c'est des personnages forts qui sont dans des situations extraordinaires ou de tension. Et là, on est déjà dans un microcosme quand même très particulier qui est ce monde esclavagiste, mais en plus de ça, un monde qui est en train d'évoluer effectivement avec tout d'un coup une prise de conscience de ces Blancs qui se disent que finalement il y a une population en face de nous qui va nous dépasser numériquement et là ça va faire bouger les lignes, c'est-à-dire que le mode de fonctionnement de la société, enfin là je parle sous couvert de Myriam, mais j'en extrapole moi le fait que l'équilibre effectivement est remis en cause et que du coup, la mise en place de plus de milices, de violences, et à partir de là, cette affaire du Gaoulé est finalement un symptôme de ça. Alors justement, Gaoulé, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Origine un peu obscure, il faut le dire, il y a eu des discussions sur ce terme-là. Ça veut dire, dans ce que disent les archives, c'est que c'est une cérémonie secrète et d'une société secrète qui s'exprime par une danse. Voilà, une danse qui pourrait très bien ressembler au lagia pour la Martinique. Et donc ce terme veut dire la confrontation. Et la confrontation. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un terme qui va être utilisé ultérieurement en 1717, donc quelques années après, pour une révolte, cette fois-ci, de colons blancs. Colons blancs, parce que là aussi, on est dans une société esclavagiste qui se constitue, et les colons, eux, ont un objectif, c'est qu'on ne vienne pas s'immiscer dans leurs affaires. Que ça soit les relations esclavagistes, mais aussi les relations économiques. Et or, la couronne française veut imposer l'exclusif, c'est-à-dire cette relation commerciale qui se ferait uniquement avec la France. Or, on est en Martinique, dans un espace géographique qui est entouré de colonies qui sont sous des puissances étrangères, mais avec lesquelles il est facile de faire du commerce. Donc l'idée, c'est de faire du commerce, c'est au cœur de cette relation aussi économique des sociétés coloniales. Ce qui fait qu'un beau jour, le gouverneur et le commissaire de la royauté française ont la très très mauvaise idée, pour eux, de faire appliquer cette loi de l'exclusif. Les colons martiniquais se liguent entre eux. Contre ces deux personnages, les ficelles, les remettent dans un bateau, direction la France. Et cette révolte-là, on l'a appelée aussi le Gaoulé. Voilà, donc c'est intéressant parce que d'un côté, on a un Gaoulé avec des esclaves, et de l'autre, on a un Gaoulé avec des colons. Mais tous les deux signifient le conflit, enfin ces deux mouvements signifient le conflit et signifient une société esclavagiste qui se referme sur elle-même, qui tout à coup cristallise